trouve de tout dans cette ville, tu le sais bien. Bienvenue à Gravity Falls. Fantômes, zombies... Ça peut prendre des mois avant qu'on trouve un indice. La nouvelle série Souvenirs de Gravity Falls. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la watchlist de Spoilers, l'émission qui vous parle de séries TV, SF, fantasy et fantastique. Déjà une trentaine de séries évoquées à travers ce format, de House of the Dragon à Invincible en passant par The X-Files. Donc n'hésitez pas à aller les découvrir. Ici Guillaume et je suis aujourd'hui en compagnie de Briac. Salut Briac. Salut. Comment ça va ? Eh ben ça va très bien. Écoute, je suis très content de te retrouver pour cette première watchlist de la saison 6 de Spoilers. D'une part parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas enregistré ensemble, donc c'est cool. D'ailleurs, j'ai presque envie de te représenter pour les auditeuristes qui nous ont rejoints récemment. Voilà, on est très content de voir qu'à chaque fois, il y a toujours un petit peu plus de monde qui écoute nos podcasts. Donc, qui es-tu, Briac Picarellec ? Écoute, tu es doctorant et spécialiste série, en particulier de Twin Peaks, mais aussi, entre autres, de l'œuvre de Damon Lindelof, Lost, The Leftovers. Voilà, on peut trouver des choses de toi sur ces sujets-là sur Internet. Et tu es évidemment l'un des membres fondateurs de Spoilers. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cette petite description ? Très belle présentation, je suis complètement d'accord. Donc je suis très content de te retrouver, comme je l'ai dit, au micro d'une watchlist, parce qu'on va parler d'une série que tu m'avais chaudement recommandée et que j'ai adoré regarder, Gravity Falls. Vous l'avez vu dans le titre du podcast. Série d'animation créée par Alex Hirsch, acteur de doublage et scénariste, dont c'est le premier gros projet solo à l'époque, après être passé chez Cartoon Network sur la série Les merveilleuses mésaventures de Flapjack, je ne sais pas si ça va parler à certains d'entre vous, puis intégré Disney Channel avec la série Sabule, le titre français, voilà, je crois que c'est Fish Hook en version originale. Gravity Falls, c'est largement inspiré de son enfance, de sa relation avec sa sœur, de leur visite estivale dans différents mystery shacks américains, ces lieux où on s'amuse d'effets d'optique et autres animaux empaillés extraordinaires. Ça, c'est un truc un peu classique de l'Amérique profonde, sur ces bords de route où on peut comme ça aller visiter des choses qui sont un peu incroyables mais qui sont en fait des tours quelque part d'illusion, quoi. C'est ça, c'est l'héritage un peu de Barnum qui avait donc son cabinet de curiosité un peu avec notamment je crois une sirène qu'il avait fabriquée avec un bout de poisson et un bout de truc, et qu'en gros c'est un gars que les gens découvrent et savent que bon, ça a été fabriqué et c'est ça le truc, et c'est cet esprit-là un peu, ouais, effectivement. Une espèce de comment on appelle ça, de suspension consentie d'incrédulité, c'est on ça. va dire, pour apprécier le décorum, quoi. Disney, donc, chez qui il est à ce moment-là, va valider le pitch donc de Hirsch pour Gravity Falls, ce qui va nous donner 2 saisons, donc 40 épisodes de 20 minutes environ, sauf exception, notamment sur les seasons finales où on peut aller jusqu'à 1 heure, je crois, en tout cas sur le dernier épisode. Et ça a été diffusé sur Disney Channel puis XD entre 2012 et 2016, ce qui ne nous rajeunit pas, entre guillemets. Enfin, moi, quand j'ai regardé la série et que j'ai trouvé ça très très bien et très actuel et que j'ai regardé les dates, j'ai fait « Ah oui, en fait, c'est pas tout jeune, hein ». Et voilà, c'est aujourd'hui disponible évidemment sur Disney+, en intégralité, avec tout un tas de petits bonus, dont des petits courts-métrages quelque part annexes à ces 2 saisons. Alors voilà, une fois que j'ai dit tout ça, de quoi ça parle, Briac, Gravity Falls ? Alors c'est une série d'animation, je sais même pas si on l'a dit. On l'a évoqué rapidement, mais oui, t'as raison de le préciser. On l'a évoqué, ouais. Donc c'est une série d'animation et qui donc va suivre en fait 2 jumeaux de 12 ans, donc Mabel et Deeper Pines, qui vont en fait être forcés de passer l'été dans la maison de leur grand-oncle, donc ils appellent leur Grunkle Stan, parce que leurs parents les laissent, et c'est dans cette petite ville de Gravity Falls. Je sais même plus si on nous donne l'état, mais on est dans le nord-ouest des États-Unis, quoi, style Oregon, État de Washington. Voilà. Et en fait, il va s'avérer rapidement que Gravity Falls, c'est une ville où il y a des événements étranges, des choses bizarres qui se passent. Et en fait, dans le pilote de la série, Deeper va découvrir un espèce de mystérieux journal qui semble chroniquer en fait certains de ces phénomènes, en tout cas qui lui permet de comprendre certaines choses. Donc quelqu'un s'est déjà enquêté en fait sur ce qui se passe à Gravity Falls. Et Deeper, un de ses objectifs dans la série, ça va être de découvrir qui a écrit le journal, qu'est-ce qu'on peut découvrir à travers le journal, etc. Et donc chaque épisode de la série, qui est en fait une série qui commence de manière plutôt épisodique, avec vraiment une intrigue centrale dans chaque épisode, ça va être un événement surnaturel et donc les 2 héros qui vont devoir composer avec, parfois qui s'en sortent à l'aide du journal, parfois avec une pirouette. Enfin, ça change beaucoup. C'est une série qui est aussi très, surtout pareil au départ, mais bon, ça continue jusqu'au bout, mais qui est très humoristique en fait de base,
mais avec une capacité tonale pour avoir des moments plus émouvants ou des moments peut-être pas effrayants, mais plus inquiétants, et qui a donc une grande variété de situations. Et surtout, on a donc cette espèce d'intrigue feuilletonnante qui est introduite par le journal, l'auteur du journal, et donc des mystères, qui va devenir de plus en plus importante, et on va découvrir que certains personnages qu'on pense connaître ne sont pas ce qu'ils semblent en tout cas, et ça va en s'intensifiant dans la deuxième saison, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment sur la première saison, cette espèce de schéma de Freaks of the Week, mais à chaque fois, comme tu l'as dit, avec un twist, les monstres ne sont pas toujours aussi méchants qu'on peut le penser, ou en tout cas, on va creuser à chaque fois chaque mini-mythologie, et on va se rendre compte aussi c'est très cohérent dans son ensemble, plus on va avancer dans la série. Alors au casting en version originale, en tout cas, on retrouve dans le rôle de Dipper Jason Reiter, dans celui de Mabel Kristen Schaal, 2 actrices spécialisées dans le doublage, pas que, mais voilà, ils ont beaucoup fait de doublage, mais aussi, c'est un peu la petite spécificité, comme je le disais au début, Alex Hirsch lui-même, le créateur de la série, dans plusieurs rôles importants, puisque du coup il va doubler Stanley Pines, donc l'oncle Macouilleur dont on vient de parler, Sousse ou Mousse en français, l'homme de main, l'homme à tout faire, un peu simplé mais très très sympathique et toujours très attachant, toujours motivé, donc de Stan, et Bill Cipher, l'antagoniste principal de la série, on va dire, mais ça il faudra regarder pour que vous le découvriez un peu plus. À noter également la présence en saison 2, voilà, parce qu'on le connaît, de l'inénarrable J.K. Simmons dans un personnage assez important, mais aussi de tout un tas de guests, hein. On retrouve John Oliver, Alfred Molina, Nick Offerman, Mark Hamill, Nathan Fillion, ou encore, je sais pas si je vais réussir à le dire, Kyle MacLachlan. C'est bon. Oh yes. Donc effectivement, voilà, soit des caméos, soit des rôles effectivement d'antagonistes pour un épisode, mais une ribambelle de personnages et d'acteurs dont on sent qu'effectivement, voilà, ils ont apprécié passer dans la série, parce que c'est une série qui a été vachement appréciée. Ouais. Et d'ailleurs, on l'évoquait en off, a priori justement, le créateur de la série avait lui-même des envies évidemment de personnes pour doubler du coup certains personnages, et tu me disais qu'il avait notamment demandé à David Lynch lui-même. C'est ça. Justement, tu parlais du personnage de Bill que ouais. joue Alex Hirsch, et effectivement il avait demandé à David Lynch s'il voulait bien l'incarner. La classe. Et Lynch lui a dit non. Et du coup, il a dit j'ai essayé de le faire en imitant Lynch à ma manière dans ma performance. Qui dit c'est une très mauvaise imitation de Lynch, mais donc il y a ça. Je pourrais revenir un peu là-dessus aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. J'imagine quand même le mec, effectivement, c'est très certainement fan du bonhomme, qui ose quand même aller toquer à sa porte en lui disant voilà, écoute, je suis en train de faire une série d'animation. Est-ce que ça te dirait de doubler un personnage? Vraiment belle motivation quoi pour le créateur. Donc c'est une série évidemment qui va très bien fonctionner auprès d'un public qui est assez large. À noter, et je pense que c'est assez rare qu'elle a un magnifique 100% sur Rotten Tomatoes. Franchement, c'est un truc qui est assez incroyable dans la section critique en plus, pas la section publique. Et un joli 9.2 sur Metacritic. Donc c'est vraiment une série qui même encore aujourd'hui continue d'être voilà, très très bien notée et appréciée. Et à l'époque sur Disney XD notamment, elle est aussi détentrice de plusieurs record d'audience. Enfin voilà, en tout cas à l'époque c'est vraiment une série, au moins aux États-Unis, qui a vraiment très bien fonctionné et qui a eu un retentissement certain. Ça a du coup assez logiquement créé une fanbase qui, voilà, ça s'explique évidemment par la qualité d'écriture de la série, on va y revenir, et puis les nombreux mystères qu'il a parsèment, qui permettaient comme ça de théorie crafter un petit peu de saison en saison, d'épisode en épisode. Et aussi c'est une communauté voilà, que va entretenir Hirsch par ailleurs, avec notamment un jeu, je le signale parce que c'est pas toujours le cas et c'est souvent, je trouve, quand même assez ambitieux de le faire, un jeu en réalité alternée en 2016. On parlait de ce type de communication particulier dans notre épisode d'ailleurs de Rentrée sur Lost, n'hésitez pas à aller l'écouter. Donc un jeu, un ARG comme on dit, donc qui s'appelait The Cipher Hunt, qui était un vrai jeu de pistes et d'énigmes, qui a emmené les gens les joueurs de la Russie aux États-Unis pour découvrir, voilà, c'était un peu le but normalement, une statue à l'effigie de Bill Cipher, même si le créateur avait bien dit que de toute façon c'était l'aventure entre guillemets qui était le principal moteur de ce projet, pas tant la statue qui n'avait pas vraiment de valeur, mais c'était les énigmes, parce que la série elle-même de toute façon fourmille de ces énigmes et de ces éléments à décrypter quoi. Parce que Cipher effectivement en anglais c'est le code à craquer quoi. C'est ça.
Bon, voilà, Disney étant Disney, c'est aussi une série qui va produire pas mal de produits dérivés, de courts épisodes qui sont actuellement, comme je le disais, disponibles sur Disney+, mais aussi pas mal de bandes dessinées ou autres romans graphiques. Certains même poursuivant l'histoire globale de la série, comme avec Gravity Falls Lost Legends, qui a été édité en 2018, avec 4 nouvelles aventures inédites. Et globalement, c'est une série qui continue justement à vivre grâce à sa communauté et grâce aux nombreux éléments un peu supplémentaires qui viennent s'ajouter d'année en année, quoi. C'est ça, puis on a eu même un livre qui est sorti cet été, The Book of Bill, justement, sur le méchant, et qui jouait encore, je crois, il y avait un site caché à retrouver, des indices à rentrer, des choses qui pourraient ou ne pourraient pas appeler à une suite à Gravity Falls, on ne sait pas encore. Okay. Mais donc le projet n'est pas encore n'est pas mort du tout, quoi, en tout cas. Ouais. Oui, d'ailleurs, il me semble que même dans les génériques, il y a des éléments comme ça à décrypter, c'est ça, à chaque fin d'épisode ou chaque générique de début comportait des éléments à assembler, non ? C'est ça, il y avait toujours justement un cipher, un petit truc à déchiffrer qui était, alors je crois que c'était soit des messages un peu humoristiques, soit parfois un petit indice sur la suite de la série ou des choses à repérer, quoi. En tout cas, il y avait vraiment cet esprit de déchiffrage dès le début, ouais. Quoi. Ce qui fonctionne effectivement très bien avec l'univers de la série, le livre, etc., quoi. Voilà, bon, en tout cas, pour un petit tour du propriétaire, petit disclaimer enfin, si vous êtes arrivé jusque-là, on va probablement spoiler quelques éléments mineurs de cette série. Là, je pense que sur cet épisode de la watchlist, on va pas rentrer dans le détail et vraiment raconter des trucs trop importants ou même la fin, donc rassurez-vous, mais soyez tout de même prévenus. Voilà, si vous n'avez pas envie si vous avez envie de rien savoir sur cette série, bien écoutez, allez la voir, on vous la conseille chaudement, et puis revenez écouter la deuxième partie du podcast. Avant de donc parler un peu plus en détail de la série, moi j'avais envie de te poser juste une première question, c'est comment tu as découvert cette série ? Alors en fait, moi je me souviens que j'en voyais donc des sites américains sur les séries qui en parlaient souvent pendant la diffusion, mais je m'étais jamais trop informé dessus. Donc je voyais un dessin animé, je savais pas trop si ce serait mon truc et je ne posais pas trop la question. Et en fait, je suis revenu dessus, comme moi je fais des recherches sur la série Twin Peaks et son influence. Et c'est une série qui fait effectivement plusieurs allusions assez explicites à Twin Peaks. Donc je suis tombé dessus pour ça, en me disant, peut-être que ça peut être intéressant à regarder. Est-ce que c'est juste des petits clins d'œil ou est-ce qu'il y a autre chose ? Et en même temps, j'avais vu, quelqu'un qu'on a eu dans plusieurs émissions de spoilers, mais Florent Favard, qui est un maître de conférences et chercheur qui travaille sur les séries télévisées, et il a parlé de Gravity Falls dans un de ses ouvrages. Il dit, il y a peut-être un truc intéressant avec cette série. Et c'est ça qui m'a donné envie de la découvrir, et effectivement, j'ai complètement accroché. Et toi, tu l'as découvert comment ? Eh ben, du coup, c'est ce que je disais en introduction, c'est toi qui me l'as conseillé. Moi, j'aime regarder des séries d'animation, de l'animation de manière générale, mais c'est vrai que la série d'animation, c'est un petit peu le petit rendez-vous du dimanche matin, j'ai déjà pu le dire dans d'autres podcasts, et j'étais un petit peu en panne d'inspiration à une certaine époque, et ayant eu du coup Disney+, à un moment donné, j'avais regardé un petit peu le catalogue, j'avais vu ça passer, mais sur la foi juste du visuel, je m'étais dit pourquoi pas, mais j'avais pas particulièrement eu envie de creuser à ce moment-là. On a eu l'occasion d'en discuter ensemble, et c'est là où tu m'as dit ouais si c'est vachement bien et tout, regarde, tu vas voir, c'est cool quoi. Et donc je me suis lancé dans la série, je pense que c'était à peu près l'année dernière, et ouais, j'ai vraiment adoré le visionnage. Surtout que ça fait partie de ces séries qui se regardent vraiment, t'as envie de les enchaîner, et comme là tout était disponible, puisque la série est déjà un petit peu ancienne, tout est déjà là, il n'y a pas grand chose qui te freine quand tu as envie d'avoir la suite de l'histoire, quoi, et des petits retournements de situation et des twists. Donc un petit peu à l'image de Lost, que je suis en train de regarder en ce moment, je trouve qu'il y a des séries comme ça qui, même si je suis un fervent défenseur de la diffusion hebdomadaire, gagne aussi quand même un peu à pouvoir voir un épisode tout de suite après un autre si on en a envie, sans être dans le binge-watching et le gavage, on va dire, et au point d'en oublier certains épisodes, mais ça permet d'être un petit peu moins frustré, on va dire, sur le long terme, et voilà, et ça m'a quand même pris quelques temps, parce que comme je l'ai dit, il y a 40 épisodes, donc ça se regarde tranquillement, quoi. Mais effectivement, c'était une bonne découverte. Et rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi Gravity Falls, c'est bien, en fait, tout simplement? Alors oui, il y a plein de raisons. Premier truc que je dirais, c'est qu'on a dit que c'était une série qui était très humoristique.
et c'est qu'elle est vraiment drôle. Parce que c'est une série qui, donc, à la base pour Disney XD, hein, c'est ça Ouais, Disney Channel et Disney. Il y a eu, a priori, un changement de chaîne, mais. Ouais. Et bon, qui est a priori destiné d'abord à un public jeunesse. Ouais. Et le cliché, ça va être ah là là, c'est drôle pour les enfants et pour les adultes. Et alors peut-être qu'il y a des choses qu'on comprend pas quand on est enfant et tout. Mais c'est même pas ça. C'est vraiment drôle. C'est pas simplement que vous allez comprendre des sous-entendus ou quelque chose. Non, c'est une série qui est vraiment drôle de base. Et d'ailleurs, une des grandes références de Alex Hirsch, c'est les Simpsons. Ouais. Vraiment. Donc très influencé par les Simpsons. On le voit un peu dans le chara-design, dans ce style de série, même si c'est assez travaillé quand même au niveau de l'animation, je pense. Enfin, je trouve que c'est une série qui a de la gueule quand on ouais, clairement. Ouais. Visuellement, il y a une patte dans les décors aussi qui est très chouette. Ouais. Et un vrai soin à l'animation aussi qu'on n'a pas toujours peut-être dans ce genre de série américaine. Enfin, dans ce style-là, en tout cas, là, il y a des moments vraiment très intéressants en mise en scène. Mais bref, c'est une série drôle. Et ça, déjà, moi, c'est ça qui m'a. Quand j'ai commencé, genre, je ris vraiment. Genre, je prends vraiment plaisir à la regarder. C'est pas des petits gags qui pourraient être justement plus pour enfants. Non, c'est vraiment, vraiment drôle. Et ensuite, moi, ce qui m'a. J'ai vraiment accroché justement à la dimension des mystères, donc la dimension feuilletonnante de la série avec cette intrigue qui se construit peu à peu, ces énigmes du journal et voir comment ça allait évoluer et gagner en puissance au fur et à mesure de la série, d'autant que donc moi par exemple je l'ai vu 3 fois, Gravity Falls, et en fait dès le début il y a plein de petits indices cachés un peu partout, parfois des choses dans le décor, il y a plein de choses qui annoncent en fait ce qui va se passer après, donc il y a un vrai plaisir de revisionnage pour aller voir un petit peu tout ce qu'on a vu en amont. Et il y a un vrai plaisir de découverte de ces mystères au fur et à mesure. Et en plus, quelque chose donc, qui est peut-être plus diffus, mais donc, on l'a dit, c'est une série qui se passe quand ces préadolescents passent leur été chez leur grand-oncle. Et justement, la série donc, se déroule cet été-là. On sait que l'été ne va pas durer toujours, c'est dans le concept de la série, et il y a déjà un côté nostalgique en fait dans l'ambiance de Gravity Falls, c'est ces souvenirs qu'on a en fait, d'être enfant, l'été, d'être avec sa famille ou pas, ces aventures qu'on vit, et on retrouve ça, il y a cette petite excitation même de les jeux qu'on a, de ce qu'on pouvait s'imaginer quand on part dans la forêt, quand on partait faire quelque chose, etc. Enfin, complètement. Et ils arrivent, alors je dis Alex Hirsch parce que bon, c'est le créateur de la série et il a aussi coécrit tous les scénars, donc bon, il a vraiment sa patte dessus quoi. Et tu l'as dit aussi, c'est basé sur des souvenirs d'enfance, son expérience. Donc bon, on sent vraiment sa patte de créateur. C'est assez personnel, ouais. Et il a, je trouve, réussi à capturer ça. Quoi. On ressent un peu ces souvenirs d'enfance, cette imagination qu'on peut avoir, etc. Et tous ces plaisirs-là. Et d'ailleurs, pour une fois, c'est à souligner, parce que c'est pas toujours le cas, le titre français n'est pas Gravity Falls, mais presque les souvenirs de Gravity Falls. Et je trouve que c'est un super titre nostalgique, justement, parce que dès le début de la série, on t'annonce que ce que tu vas voir est passé, en fait. C'est ça. C'est un souvenir, quoi. Titre, et c'était par rapport à ça, je suis complètement d'accord. Effectivement, on retrouve ce truc, et de toute façon, c'est quelque chose qui traverse toute la série, puisque on a des personnages, comme tu l'as dit, qui sont préadolescents et qui vont grandir, clairement, dans cet été. Certes très long en temps ressenti, on va dire, pour eux, je pense, mais qui va les amener aussi à grandir en tant que frères et sœurs, ce que ça veut dire aussi de s'émanciper. En plus, ils sont jumeaux, donc ils ont un lien d'autant plus fort, etc. C'est vraiment des thématiques qui sont traitées. Et effectivement, ce truc de cette bulle enchantée, quelque part, qui fonctionne très très bien par rapport à tout ce qu'ils vivent. Presque, on pourrait se demander si... Bon, au bout d'un moment, on se demande plus, on sait que c'est vrai ce qu'ils vivent, mais on pourrait presque se demander si c'est pas juste issu de leur imagination d'enfant, quoi. C'est ça. Puis en plus, tu le dis, oui, c'est vraiment... l'écriture des personnages est vraiment très bien, enfin, de leur relation, et plus subtile qu'on pourrait le penser au début. Je pense justement à la relation entre donc, le frère et la sœur, les deux héros, qui va éviter les clichés qu'on peut avoir dans justement en relation frère-sœur dans les séries, où on va forcément les faire soit être très fâchés, etc. Ça va souvent être autre chose, ils vont réussir à éviter ça, et il y a une subtilité ou une authenticité un peu dans leur rapport qui donne une dimension en plus à la série, quoi. Et même si la série a du coup un peu plus de 10 ans maintenant, il y a une vraie modernité, ou en tout cas c'est assez bien croqué dans justement le caractère de ces personnages qui sont pas pour le coup
garçon-fille, quoi. C'est-à-dire que Dipper, il est confronté à cette masculinité, il est confronté à ce truc effectivement de grandir auprès d'adolescents qui sont un peu plus grands que lui, qui du coup sont peut-être plus mystérieux, plus sombres, plus virils, plus musclés, tout ça. Et lui, il se pose plein de questions par rapport à ça, mais à côté de ça, donc c'est quelqu'un qui explore sa sensibilité, qui explore, voilà, et à côté de ça, et Mabel est aussi un personnage complètement dans son univers et en même temps très active. D'ailleurs, j'ai regret sur la saison 1, c'est que dans la saison 1, elle acquiert un objet, c'est quoi déjà ? C'est un grappin. Ouais, voilà, et qu'on retrouve assez peu après, je trouve, dans la série. Il y a un moment où elle l'utilise. Ouais, c'est ça. Où justement, ils attirent l'attention sur le fait que ça y est, elle a enfin utilisé son grappin, donc on vous laisse découvrir ça. C'est ça. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment... on n'est pas dans le cliché, en effet, du garçon qui va partir à l'aventure et de la fille qui va faire autre chose à la maison ou je ne sais quoi. Il y a vraiment un binôme, ils vivent leurs aventures à parts égales. Et en plus de ça, encadré par un adulte qui est absolument pas un modèle de parentalité. Excellent personnage, Uncle Stan. Effectivement, ouais. Et il y a en plus un truc aussi qui est intéressant, que vous découvrirez en regardant la série, mais il y a une dimension presque réflexive dans les deux personnages qui fait que Dipper est obsédée par les mystères du journal, et à côté Mabel, elle est toujours, donc elle tombe amoureuse de plein de garçons, elle veut se trouver un copain, elle est complètement déjantée. Et c'est vraiment l'équilibre de la série entre l'humour et les mystères. Et il y a presque un discours là-dessus, genre il faut qu'on retourne au mystère. Non, vas-y, on va faire ça d'abord. Et en même temps, c'est plus subtil que ça, parce que parfois c'est Mabel qui va être très importante pour justement la découverte des mystères. Et Dipper qui va devenir finalement plutôt ridicule dans sa quête. Donc il y a une espèce d'hybridité en permanence de ça. En même temps qu'on nous parle du fait que oui, on sait que vous voulez des réponses, mais là on n'a pas le temps, il faut qu'on fasse autre chose. Donc ça, c'est intéressant aussi dans la construction des personnages. Ouais, complètement. Et c'est vrai que on part, tu l'as dit, c'est drôle, et on part de quelque chose qui est très cartoon. Et la saison 2 est pleinement le lieu de ça, entre guillemets, vers quelque chose qui va être beaucoup plus feuilletonnant et beaucoup plus avec des situations qui vont être toujours drôles, mais bien plus diversifiées, aussi bien en termes d'imaginaire que en termes de ce que ça peut impliquer pour les personnages, avec des choses qui sont même parfois assez effrayantes, assez dures, enfin dans tout ce qui se passe sur la fin de la saison 2. Et des antagonistes aussi qui ont des choses à raconter, c'est ça qui est intéressant aussi. On pense notamment à ce petit bonhomme, comment s'appelle-t-il déjà, Little Gideon. Ouais, c'est ça. Et lui aussi, c'est un personnage qui, au début, part vraiment comme une espèce d'antagoniste un peu de l'épisode, un peu nul, un peu ridicule. Sauf que non, c'est quelqu'un qui va rester, c'est quelqu'un qui va évoluer, qui va changer, qui va réfléchir à son comportement, etc. Enfin, on s'attend pas à ça. En fait, c'est que c'est une série qui a de la mémoire. C'est ça, et qui a beaucoup de surprises, justement. Tu pensais comprendre un personnage et on va vraiment te le retourner complètement et te révéler une profondeur que tu n'imaginais pas au départ. Et ça, c'est vrai que c'est très réussi. C'est quand même à noter, effectivement, c'est pas toujours le cas de cet aspect de les épisodes. On va pas vous laisser en plan par rapport à un truc qui aurait été dit dans un épisode. La série reviendra dessus. Alors évidemment, si c'est des mystères que vous cherchez, vous en trouverez, j'ai envie de dire. Mais en plus de ça, il y a des choses qui vont être découvertes en saison 1 qui ne seront résolues que bien plus tard, par exemple en saison 2. Et notamment, en fait, toute l'histoire autour du livre que trouve Dipper, c'est assez vite au début de la saison 1. C'est quelque chose qui va vraiment être en pointillé dans la saison 1, qui va pas être si important que ça, jusqu'à effectivement être plutôt au centre de l'intrigue de la saison 2. Et ça, c'est cool aussi, c'est-à-dire qu'on revient sur les choses et on est encore une fois sur le temps long, je le dis souvent, mais la série récompense en fait quoi. Ces visionnages, tu l'as dit, il y a des indices partout à trouver. Enfin, on est vraiment riche à ce sujet-là, quoi. C'est ça. Et en même temps, le fait que la série ait pris ce temps d'avoir tous ces épisodes drôles, de développer ces personnages dans la saison 1 fait que tout ce qui se passe dans la 2 est beaucoup plus fort. Donc ils ont eu la patience justement de se dire non, il faut qu'on installe vraiment les personnages, le décor, l'attachement du public pour que ça fonctionne. Et ça, c'est vrai, c'est des choses dont on manque en fait parfois maintenant effectivement dans les séries.
Ouais, c'est vrai. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette série, c'est son univers. Voilà, hein, on l'a dit, c'est un univers de mystère et tout ça, mais en fait, c'est un univers très très riche dans ce que sont ces mystères. C'est-à-dire que vraiment, on va avoir un peu de tout. On va avoir à la fois du très connu, puisque on va avoir des créatures qui sont issues un peu du folklore que l'on connaît, des fantômes, des zombies, des choses comme ça. Mais souvent, il y a un twist, c'est-à-dire que les fantômes au début font peur, mais peut-être que finalement, voilà, ils sont pas si effrayants que ça. À un moment donné, on vous laisse la découverte. Il y a un épisode qui présente des licornes et ça le présente vraiment d'une manière ultra cliché jusqu'à ce qu'il y ait un twist qui vienne justement un peu donner de l'originalité à ce personnage imaginaire qui est assez drôle là aussi. Voire carrément mélanger avec des choses plus modernes. Je pense notamment à un moment donné une espèce de borne d'arcade un petit peu maudite. Je pense notamment donc à un moment un virage complètement SF que prend la série, là où on est plutôt sur quelque chose de justement folklorique, fantastique éventuellement, et à un moment donné, oui, on va partir dans la SF, sachez-le, et ça va faire partie de la série à partir de ce moment-là, et on y reviendra plus tard, et ça restera. Voire carrément mystique à un moment donné aussi, avec on parlait de Little Gideon tout à l'heure, qui justement du coup lui à un moment donné va partir dans des choses un peu plus, dans des arts un peu plus mystiques pour se venger de Dipper et Mabel. Bref, ça ratisse assez large et malgré tout, c'est toujours cohérent. Enfin, on a vraiment ce truc un peu... alors peut-être c'est une comparaison que je maîtrise pas trop, mais je vais la faire quand même. Un peu à la Stephen King, on va se rendre compte qu'il y a plein de choses, mais tout est un peu réuni au même endroit. Et finalement, c'est OK et c'est assez cohérent. Les choses se répondent et on trouve pas ça bizarre, quoi. Est-ce que ça, c'est l'univers, c'est quelque chose qui t'a parlé aussi? Oui, complètement. Je trouve que justement, on retrouve... Alex Hirsch, il dit qu'il a grandi avec X-Files et que c'est une de ses influences, et clairement c'est une influence sur la série. Et il y a ce côté-là où en fait on a un univers narratif qui est vraiment qui est plastique, quoi, qui peut se permettre de grossir et d'accueillir plein de choses sans, comme tu le dis, de perdre sa cohérence ou que quelque chose qui jure, quoi. On peut avoir effectivement ce côté féerique, fantastique, SF et tout. Ça fait un tout qui fonctionne, quoi. Et je pense, oui, parce que ça fait appel à cet univers aussi de tout ce qui va être, on a dit les canulars, le Mystery Shack, et aussi tout ce qui va être la théorie du complot, mais disons pré-11 septembre, avec des aliens, l'autopsie alien. On va avoir les fameux agents gouvernementaux à un moment donné dans la série. Bigfoot, donc tous ces aussi, comment on appelle ça, les cryptides, c'est ça. Donc il y a tout cet univers-là qui se mélange dans la série et qui lui permet un peu d'avoir plein de choses auxquelles se raccrocher. Et oui, c'est un des plaisirs de la série aussi, de se demander qu'est-ce qu'on va voir cette fois-là dans cet épisode, à quoi ils vont jouer. C'est ça, c'est une synthèse de l'imaginaire finalement des années 80-90. Tu sens que ça a été bien digéré par le créateur et qu'il a réussi à se l'emparer et à le redigérer et à le ressortir dans cette série. Et voilà, moi c'est un truc qui m'a vachement plu parce que t'as envie de continuer pour savoir quel nouveau mystère ou quelle nouvelle créature ils vont te présenter, comment ils vont le twister, et il y a des choses qui sont en effet c'est toujours très surprenant et toujours très très agréable à parcourir. Et d'ailleurs j'ai une petite anecdote à ce sujet, parce que dans le côté justement très mystère et fait que la série elle te pousse un peu à essayer de devancer un peu son intrigue, ou en tout cas à voir des indices où parfois il y en a pas ou parfois il y en a, c'est que en fait à la base moi j'avais bloqué sur le fait que Dipper et Mabel ils avaient 4 doigts. Dans la grande tradition de l'animation, des personnages d'animation, vous savez souvent si vous regardez les mains, je sais pas si vous avez déjà fait, vous qui nous écoutez, cet exercice, mais si vous regardez les séries d'animation, l'animation de manière générale, souvent les personnages il leur manque le petit doigt ou je sais pas quel doigt, mais voilà quoi, un peu en mode Tortue Ninja. Non, d'ailleurs les Tortues Ninja ont 3 doigts, donc c'est encore pire. Et alors que leur oncle Stan a 5 doigts, et du coup je m'étais dit mais attends, c'est bizarre, c'est pourquoi ne pas avoir le même nombre de doigts entre les personnages et tout ça. Et il faut savoir que ça, vous le savez très vite, c'est pas vraiment un spoiler. Quand il découvre donc le premier livre, sur la couverture de ce livre, on a une empreinte de main à 6 doigts. Et là, je m'étais dit, mais oui, mais il y a un truc avec les mains et le nombre de doigts, c'est obligé. Pourquoi les enfants, ils ont que 4 doigts alors que sur la couverture, il y en a 6? Bref, c'est trop bizarre et tout, machin. Au final,
quelque part, on aura la réponse, vous aurez la réponse à ce mystère qui n'est pas tout à fait la réponse que moi j'attendais. En tout cas, les indices que j'avais vus n'étaient pas particulièrement d'indices de mystère, même s'il y a bien quelque chose par rapport à ça. Mais je trouve que c'est un bon exemple de ce que la série un peu provoque, quoi. Oui, c'est vrai. De se demander si est-ce que ça c'est un truc bizarre ou pas. Te donne envie d'aller scruter les détails, les indices pour voir si t'es pas en train de manquer quelque chose. Ouais. Comme la topographie de la ville qui très vite on te montre un plan un peu éloigné de la ville pour te dire bon bah là ça y est cette scène elle va se passer en ville. Bon bah tu te rends compte que cette topographie elle a quand même un visage assez particulier et oui c'est quelque chose qui va servir plus tard et qui sera quelque part même expliqué. Donc a priori le créateur avait un peu tout prévu dès le départ, même s'il n'était pas tout à fait sûr de savoir le nombre de saisons qu'il ferait, voire même peut-être le nombre d'épisodes, puisque je crois qu'à un moment donné il avait évoqué le fait que la saison 2 fasse moitié moins d'épisodes, un truc comme ça. Donc c'est aussi une preuve que quand une série et une histoire en tout cas et un univers est bien imaginé dès le départ, bah, ça donne aussi quelque chose qui est évidemment cohérent sur l'ensemble, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire, et je pense que vous l'avez compris, que on recommande chaudement Gravity Falls. Hein. C'est disponible sur Disney+, donc c'est assez accessible maintenant. Bah voilà, vous le regrettez pas. En plus, là, on commence à rentrer dans une phase où il est socialement admis de se mettre sous une couette, dans un canapé, se prendre un petit chocolat ou une petite boisson chaude, peu importe, et revivre quelque part des souvenirs d'été à l'image de Mabel et de Dipper. Donc du coup n'hésitez pas à regarder Gravity Falls. Parfois on termine les watchlists avec une ouverture entre guillemets. Est-ce que si on a aimé Gravity Falls, là, les gens qui nous écoutent, qui avaient déjà peut-être regardé Gravity Falls et qui nous écoutent pour savoir un peu ce qu'on en avait pensé, qu'est-ce qu'on pourrait leur recommander comme autre visionnage un peu dans cette veine? Alors recommandation en 3 temps. Si on veut vraiment rester dans l'esprit, même dans la structure narrative de Gravity Falls, je dirais, si on les a pas vus, d'aller voir justement ces classiques qui vont être genre X-Files. Ok. Une série comme Buffy aussi, pour un autre classique. Je pense qu'on va retrouver, même si là on est donc sur du 45 minutes et de la dimension comique, mais moins ouvertement que Gravity Falls, on va retrouver une partie du plaisir de ça. Je pense à Supernatural aussi, par exemple. Ouais. Et c'est des séries qui ont aussi cette flexibilité dans leur représentation du surnaturel aussi qu'on a dans Gravity Falls. Si on veut rester dans le dessin animé, moi je recommanderais une série dont j'ai déjà parlé dans Spoilers qui s'appelle Venture Bros, qui est une série Adult Swim qui est différente parce que là c'est plus une série adulte dans son humour et dans son style, et qui commence comme une parodie des dessins animés des années 60 à la Barbera, et qui devient ensuite vraiment plutôt une série, on va dire, de super-héros et d'aventure avec énormément d'humour, ça reste avant tout humoristique, mais aussi comme Gravity Falls, une mythologie complexe qui va se révéler peu à peu, et aussi des choses où par exemple il y aura un gag ou un élément de la saison 2 et bam, en saison 8 ça y est, ils reviennent dessus et ils font un truc super avec, et c'est une série donc qui a été annulée mais qui a eu un film qui a été fait, donc qui conclut certaines choses. On espère qu'elle pourra revenir récemment, en plus, récemment en 2023. Et donc je recommande chaudement aussi. Alors ce sera pas forcément, je peux pas garantir qu'un fan de Gravity Falls va accrocher, mais il y a des choses voisines en tout cas entre les deux séries. Et enfin, forcément, la recommandation que j'aurais si on aime Gravity Falls, c'est Twin Peaks. Alors mais ce n'est pas gratuitement, donc il y a des références à Twin Peaks, il y a eu donc ce truc avec David Lynch, mais en fait tout simplement je dirais parce que à mon sens Gravity Falls, donc on l'a dit, c'est une série à mystère. Or la série qui est fondatrice des séries à mystère feuilletonnant, c'est Twin Peaks. Et je crois que Gravity Falls, elle est conçue justement pour s'insérer comme une série qui, d'une certaine manière, prépare à Twin Peaks. En fait, et donc ça, je ne vais pas le dévoiler, mais c'est en plus quelque chose à la fin de la série. On a un moment, donc un acteur, donc tu as dit Kyle MacLachlan, qui arrive, qui joue un rôle spécifique dans une scène spécifique que je ne dévoile pas, mais qui, me semble, est conçue justement pour faire directement référence à une des premières scènes de Twin Peaks. Et donc pour suggérer que Gravity Falls se place juste avant Twin Peaks, donc dans une expérience de visionnage, on passerait de Gravity Falls pour aller à Twin Peaks. Et effectivement, vous allez retrouver quelque chose, bien sûr, de Gravity Falls dans Twin Peaks. En tout cas, même si c'est des séries qui restent assez différentes, c'est logique. C'est vraiment, y a vraiment une parenté entre les deux séries et quelque chose à aller creuser, en tout cas si vous avez accroché à certains aspects de Gravity Falls. Ok, c'est intéressant effectivement parce que pour le coup, c'est dans des univers qui pourraient sembler éloignés sur le papier, mais qui, comme tu le dis,
des parentés. Moi, de mon côté, j'aimerais vous recommander, si vous avez aimé Gravity Falls, Hilda, qui est une série d'animation en 3 saisons et un film, disponible cette fois sur Netflix, et pour laquelle on avait déjà consacré une watchlist la saison dernière. Pour moi, il y avait vraiment une parenté entre les 2 séries. Il y a cette même dynamique de mystère, il y a aussi cette même dynamique de personnages entre 2 âges, entre l'enfance et l'adolescence, qui grandissent, un univers à découvrir. Alors, Hilda, faut le savoir, en tout cas au début sur la première saison, c'est un ton qu'elle va garder sur ces 3 saisons, mais c'est vrai que c'est d'autant plus sensible sur la première saison et un univers bien plus doux. Dans son humour, elle a un humour bien moins piquant, irrévérencieux que peut avoir Gravity Falls, qui va avoir un côté un peu plus sale gosse, quoi, quelque part. Mais je trouve qu'on a vraiment une vibe. C'est un peu Gravity Falls qui déménage dans le folklore nordique, quelque part, avec un peu cette douceur de lumière, de coucher de soleil permanent. Puisque Hilda a un parti pris coloré où en gros on est sur une gamme de couleurs. C'est un petit détail, mais il faut le savoir, on va avoir 4, 5, 6 couleurs max en fait, et tout va être un peu sur ton comme ça, mais ce qui donne un style qui est comme très, très reconnaissable. Et je me suis dit à maintes reprises quand je regardais Hilda qu'il y aurait très bien pu y avoir un crossover entre les 2 séries, le temps d'un épisode. Ça aurait pas du tout été gênant. L'une apportant peut-être un peu d'irrévérence à l'autre qui ramènerait son folklore un peu original et un peu nordique, et dans un mélange comme ça qui franchement serait bien passé. Alors évidemment c'est pas du tout quelque chose qui était prévu, je dis ça parce que je trouve que ces 2 séries ont des choses en commun, et en tout cas si vous avez aimé Gravity Falls pour cet aspect là d'aventure, de mystère, d'univers à découvrir et de récits de passage à l'âge adulte quelque part, je vous encourage à regarder Hilda, parce que vraiment c'est une série qui grandit très très bien, qui d'une première saison encore une fois peut être très j'allais dire enfantine, mais c'est marrant parce que juste avant l'émission, on avait un peu ce débat de dire c'est pas parce que, on devrait arrêter de qualifier des séries pour les enfants en disant c'est des séries qui sont plus simplistes ou un peu plus cucu ou je ne sais quoi, parce que les séries pour enfants, il n'y a pas de raison que ça soit pas tout aussi bien, voire peut-être même plus exigeant que des séries pour adultes, puisque justement on le montre à des enfants qui ont besoin de se construire. Mais donc c'est plus doux, voilà, je pense que c'est plus doux. Écoutez la watchlist qu'on a faite avec Jeanne, qui en parle très bien. Il y a peut-être aussi un côté un peu plus féminin dans la relation qu'il y a entre les personnages, dans la manière dont ils interagissent, et voilà, c'est ma recommandation sur Netflix. Encore une fois, 3 saisons, un film, une série qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps, et qui est bien, donc moi je vous dis foncez. Il faut que je regarde Hilda. Ouais, c'est assez cool, franchement, c'est feel good, et voilà, c'est très chill quoi comme série. Okay. Bon bah je pense que du coup la liste de courses est faite. Si on vous a pas donné envie de regarder, notamment surtout Gravity Falls évidemment, et toutes les autres séries dont on vous a parlé, bah écoutez, je sais pas ce qu'on peut faire pour vous, voilà, réécoutez l'épisode, peut-être vous serez plus convaincus. On n'y a pas glissé de Cypher dans cet épisode, encore que peut-être qu'au montage je le ferai, qui sait. Quoi qu'il en soit, c'est la fin du coup de cette watchlist. Merci à tous et à toutes de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur préféré de podcast, et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire si vous en avez envie, si vous avez trouvé cette émission à votre goût. C'est clairement la meilleure manière de nous soutenir cette année encore. Merci à celles et à ceux qui l'ont déjà fait, et à bientôt pour de nouvelles watchlists. Salut. Bonus Trax. Alerte rouge pour tous les fans de Star Trek! Pour avoir des analyses détaillées sur chacun des épisodes des nouvelles séries Star Trek, écoutez Le Cadran Pop, un podcast qui analyse tout Star Trek, à commencer par tous les épisodes des séries récentes. On parle aussi des films et de plein d'autres choses. Alors si vous voulez vivre longtemps et prospérer, écoutez Le Cadran Pop sur toutes les applications de podcast via le flux du coin pop. Et vous pourrez aussi vous téléporter sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Bonus.